ce séminaire mensuel qui invite donc des chercheuses et des chercheurs peut-être aussi à présenter leur parcours intellectuel et leur contribution aux études sur les femmes et le genre, pourrait s'intituler, enfin c'est comme ça que je l'entends, Égo-histoire au pluriel, à l'image d'un livre paru en 1987 sous la direction de Pierre Nora et qui s'intitulait Essai d'égo-histoire. Je ne sais pas si certaines d'entre vous s'en souviennent. À l'époque, donc 1987, certains historiens avaient critiqué l'entreprise parce qu'elle inscrivait dans l'espace public des éléments de vie privée, une sorte de psychanalyse sauvage, avait-on dit à l'époque, et aussi parce que cet ouvrage relevait à leurs yeux, et pour reprendre l'expression qu'utilisait par ailleurs Pierre Bourdieu, elle relevait de l'illusion biographique, donnait une sorte de cohérence à un parcours de vie qui n'en eut pas forcément. De mon côté, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais apprécié la démarche de se faire historien de soi-même. C'est ainsi que Pierre Nora présentait l'introduction, demandait aux historiens de se faire historiens d'eux-mêmes. Ce qui, à mes yeux, humanisait la génération des grands maîtres, née dans la décennie 1920. Je cite quelques-uns de ces grands maîtres présentés dans cet ouvrage. Pierre Chaunu, avec lequel je n'étais pas du tout d'accord sur beaucoup de plans, orphelin en bas âge et d'origine lorraine, écrivait dans son essai d'égo-histoire, je vous cite, « Je suis historien parce que je suis le fils de la morte et que le mystère du temps me hante depuis l'enfance. » Michel Perrault, que vous avez sans doute entendu dans ce séminaire, la seule femme en 1987 parmi le groupe des 7 historiens des essais d'égo-histoire, intitulait son propos « L'ère du temps », soulignant sa disponibilité aux mouvements sociaux et culturels de son temps, dont le mouvement des femmes. Avec Yvonne Knibiller, que vous avez aussi entendu, je crois, dans ce séminaire, et qui a publié en 2007 ses mémoires de femmes et d'historiennes, le titre lui a été imposé par l'éditeur, il est d'ailleurs très mauvais. C'était un écho à l'actualité. Qui a gardé les enfants ? Qui va garder les enfants ? Sous-titre « Mémoire d'une féministe iconoclaste ». Donc, avec Yvonne Knibiller, Michel Perrault appartient à ce que j'appelle la génération pionnière en histoire des femmes. L'une est issue de l'histoire sociale et ouvrière, Michel Perrault, l'autre de l'histoire politique et culturelle. L'une enseignée à l'université Paris 7, l'autre à l'université de Provence, à Aix-en-Provence. À la rentrée 1972 à Aix-en-Provence, à la rentrée 1973 à Paris 7, ces 2 historiennes, professeurs, ouvrent les premiers enseignements en histoire des femmes et du genre. Le titre du cours de Michel Perrault est resté célèbre dans nos annales d'historiennes des femmes. Les femmes ont-elles une histoire ? À l'époque, c'est une vraie question. On n'en entendait pas parler. Tout l'enseignement transmis était un enseignement d'histoire classique au masculin, se présentant parallèlement comme l'histoire de l'humanité. Au même moment, ces 2 femmes lancent aussi les premières recherches de maîtrise et bientôt de thèse avec des étudiantes inscrites avec elles. Des recherches qui étaient soit proches de l'histoire ouvrière très développée à l'université à cette époque-là, l'histoire sociale et ouvrière des années 60 et du début des années 70, soit ces recherches nouvelles étaient liées ou étaient impulsées en quelque sorte par l'actualité du mouvement des femmes du moment, recherche sur l'avortement, recherche sur le néo-malthusianisme, ceux qui prônaient en quelque sorte la contraception, ou recherche par exemple sur la prostitution ou les prostituées. Et j'étais de ces étudiantes-là à la rentrée 1973 à l'université Paris 7. Dans mon souvenir, le petit groupe rassemblé cette année-là autour de Michel Perrault ne comptait pas plus de 10 personnes. Et les quelques jeunes hommes, il y avait aussi des hommes, faisant plutôt de l'histoire ouvrière avec des sujets sur les grèves. Je me souviens d'un copain qui avait comme sujet les grèves de 1913 à Paris. Et les jeunes femmes avaient plutôt des sujets histoire des femmes. Alors, le séminaire de l'IEC s'intitule « 40 ans de recherche sur les femmes, le sexe et le genre ». Alors,
Pour moi-même, c'est vrai que j'ai eu cette réaction par mail avec Eliane, sans penser que c'était le titre global du séminaire. Pour moi-même, il faudrait mieux dire 35 ans, 1973, 2008, 2009, 35 ans. Pourquoi? D'une part parce que je suis peut-être un peu plus jeune que d'autres intervenants du séminaire, mais aussi parce que l'histoire comme discipline s'est engagée plus tardivement que la sociologie dans les travaux sur les femmes. La sociologie, 40 ans, ça colle. Pour l'histoire des femmes, c'est plutôt 35 en France. 40 ans conviendrait pour les États-Unis, la Grande-Bretagne, par exemple. Donc, comme ces historiens dont je viens de vous parler, Yvonne Thibiller, Michel Perrault, Pierre Chaunu, je vais moi aussi tenter de me faire l'historienne de moi-même et de mon parcours intellectuel. Alors, dans un premier temps, qui sera peut-être le plus intime ou le plus privé en quelque sorte, je vais essayer d'expliquer un petit peu qui je suis, ou plutôt d'où je viens, et pourquoi, à 21 ans, donc je m'engage dans des recherches sur les femmes que je n'allais plus quitter depuis lors. Avec d'autres de ma génération, je forme ce que j'appelle la deuxième génération d'historiennes des femmes, cette deuxième génération étant la première définie par ce seul champ de recherche, ce qui lui a posé quelques problèmes d'intégration dans l'université. Donc définie par ce seul champ de recherche qui, malgré sa transversalité à l'ensemble de la discipline historique, est souvent perçu, en France notamment, par nos collègues, au mieux comme un champ très restreint et au pire comme un champ idéologique, voire militant, donc ascientifique. Dans un deuxième temps, je me présenterai comme enseignante-chercheuse en histoire des femmes et du genre. Quelle thématique ai-je abordée? Avec quelles questions? Avec quelle production? Enfin, dans une dernière partie, j'évoquerai ce qui pourrait être rassemblé sous le terme, et j'accepte le terme d'Eliane, de militantisme académique, ce que j'appelle militantisme académique, pour exposer ce que j'ai tenté d'entreprendre pour rendre visible le champ de recherche histoire des femmes et du genre, et pour contribuer à sa transmission à tous les degrés de l'enseignement et au grand public. Alors, première partie, donc, d'où je viens, qui suis-je exactement. Avant de détailler un tout petit peu, je dirais en une ligne, pour me résumer, c'est pas très facile comme exercice, on hésite parfois à employer tel et tel terme. Alors, voilà, je me résumerai ainsi. Il me semble que je suis une fille du baby-boom, issue d'un milieu modeste et marqué par la guerre, et en même temps une fille devenue jeune femme au temps du MLF. Alors c'est ce que je vais développer un petit peu dans cette première partie. Alors d'abord une enfant du baby-boom, née au début des années 1950 chez ma grand-mère maternelle. À l'époque, dans mes travaux après j'ai recherché, la moitié des naissances se font à domicile. Et je ne suis pas née au domicile de ma mère, je suis née au domicile de ma grand-mère, dans un petit village de l'Aisne, un département qui avait beaucoup souffert pendant la Première Guerre mondiale, car il était en zone occupée. Le couple de mes grands-parents maternels, en effet, marié en 1913, a été séparé par la guerre pendant plus de 4 ans. Ma grand-mère a été soumise au travail forcé et à la déportation loin de son village. Plus tard, elle me dira, pour nous, cette occupation-là fut plus dure que l'occupation de la Deuxième Guerre, alors que toute la mémoire nationale post-Deuxième Guerre n'évoquait que l'occupation allemande de la période 1940-1944. Mon grand-père maternel, de son côté, a contracté un bienheureux choléra dans les tranchées de Verdun, ce qui l'a ramené à l'arrière. Comme il était un paysan sans terre, il faisait le moissonneur-batteur et il a alors été recruté comme mécanicien aux usines Citroën du quai de Javel, né en 1915, où il est resté jusqu'à la fin de la guerre. Son choléra et le fait qu'il était propriétaire de seulement quelques hectares lui a sans doute sauvé la vie. Enfant, mes classes de primaire allaient chaque année à la cérémonie du 11 novembre. Ce n'était pas le cas dans d'autres régions. Je me suis aussi informée là-dessus. Et nous étions en rang, petites filles et petits garçons, face au monument aux morts très imposant de la ville de Laon, donc j'habitais à Laon, dans l'Aisne, chef-lieu de l'Aisne, face aux officiels et face aux anciens combattants, dont certains étaient mutilés. J'ai encore dans la tête l'image de ces vestons décorés et de ces corps abîmés par la guerre. Du côté de mon père, la famille bretonne, très catholique, a été aussi beaucoup marquée par la guerre. Mais là, il s'agit de la deuxième. Enfant, j'allais en vacances en Bretagne, au bord de la mer, dans la maison de ma grand-mère paternelle,
qui n'allait pas vivre très longtemps. La Deuxième Guerre lui avait enlevé son unique frère et son mari. Son frère a été mitraillé par les Allemands à Saint-Brieuc, alors que pharmacien, il ramassait des blessés après une manifestation anti-allemande. Son mari, résistant de l'organisation civile et militaire, a été arrêté fin juillet 1944, torturé et fusillé. Ce jour-là, la Gestapo venait aussi chercher mon père, âgé de 22 ans, réfractaire au STO et soupçonné de résistance. Il a pu s'échapper, se cacher dans la campagne bretonne, puis s'engager dans l'armée française. Chaque été en août, on m'emmenait enfant à une cérémonie devant le monument aux fusillés et déportés de la ville de Saint-Paul-de-Léon. Un autre drame dû indirectement à la guerre est resté longtemps un secret de famille. J'ai appris tardivement que je n'étais pas la deuxième enfant d'une famille de 3, famille classique du baby-boom, un frère aîné, une sœur cadette, sans doute pas tous planifiés en absence de contraception, mais pas la deuxième née donc, mais la troisième née, une sœur aînée étant décédée en 1949 en Allemagne, à 3 mois d'une pneumonie, faute d'un traitement antibiotique suffisant. En Allemagne, parce que mon père, sans travail après avoir démissionné de l'armée, et titulaire d'une capacité en droit qu'il avait passée pendant la guerre, avait été recruté, grâce à un ami, comme greffier d'un petit tribunal anti-nazi dans la zone française d'occupation. Deuxième élément qui me définit sans doute aussi, je dirais un milieu modeste, mais qui investit dans l'école à l'heure de la démocratisation de l'enseignement secondaire. Bonne élève, ma mère voulait devenir institutrice, mais elle n'a pas obtenu la bourse pour aller à l'école normale. Elle a passé un brevet professionnel et a travaillé dans l'administration des impôts jusqu'à son mariage. Elle a été ensuite une femme au foyer qui veillait assez attentivement à la scolarité de ses enfants. Mon père, de son côté, se sentait sans doute un peu déclassé par rapport à sa famille, qui avait connu dans la génération précédente une ascension sociale par les concours de la fonction publique. De retour d'Allemagne, il a débuté au bas de l'échelle de la fonction publique, à la direction départementale de l'Aisne du ministère, qui a changé de nom plusieurs fois, la reconstruction, les travaux publics, l'équipement, etc. Et il a passé peu à peu des concours internes pour gravir les échelons jusqu'à un salaire décent. Il partageait peu les tâches ménagères, comme dans de nombreux couples des années 50 et 60, entretenait un jardin potager et lisait beaucoup de livres empruntés à la bibliothèque municipale, surtout de l'histoire et de la géographie. Les grandes écoles avaient à ses yeux un grand prestige. Pour son fils, il rêvait de Naval et de Polytechnique, Naval qu'il aurait voulu faire. Pour sa fille, il ne savait pas trop, mais pourquoi pas Normal Sup. J'étais ce qu'on appelle une excellente élève, très réservée mais curieuse de toutes les disciplines et assez révoltée contre le carcan imposé aux jeunes filles de l'époque. Comme enseignante à l'université, lorsque je fais un cours sur la Ve République ou sur les années 60, pour faire comprendre aux étudiants les rigidités socioculturelles de la France des années 60, je décris souvent le fonctionnement d'un lycée de jeunes filles de l'époque. Le mien n'était pas mixte comme la plupart, mais il y en avait déjà, les nouveaux établissements construits au début des années 60 étaient construits comme établissements mixtes. Le mien était plus ancien, n'était pas mixte. Il était dirigé par une demoiselle surnommée Zoé, qui faisait régner la terreur. Elle arpentait les couloirs vêtue d'une cape noire et dans un silence glacial. Elle ne supportait aucun murmure et tirait des rangs toute élève fautive, bien identifiée, souvenez-vous, avec son nom brodé au point-tige sur sa blouse bleue. Les nôtres n'étaient que bleus. Il n'y avait pas une semaine bleue, une semaine rose, ou une semaine bleue, une semaine beige. Nous n'avions que des blouses bleues. Tout était à l'avenant dans le fonctionnement du lycée. Et moi, qui n'étais que demi-pensionnaire, je plaignais beaucoup les internes. Sur tout cela, mai 68 a soufflé un vent de liberté. J'étais alors en première. À l'échelle de ma petite ville, où ce n'était pas du tout la révolution, j'ai beaucoup aimé ce joli mois de mai. Le lycée a encore mis plusieurs années à devenir mixte. Et ainsi, à la rentrée 68, je suis allée en terminale C, ou Matélème, je ne sais plus comment ça s'appelait, au lycée de garçons, la section n'existant pas au lycée de filles. Sans doute, on considérait que les filles n'étaient pas assez douées en mathématiques pour leur offrir une section de Matélème. Nous sommes alors, donc l'année 68-69, 6 filles au milieu de plus de 1000 garçons, interdites de cantine au lycée de garçons, contraintes de marcher chaque midi pour aller déjeuner au lycée de jeunes filles. Cette année-là,
J'ai tenu tête à un garçon habitué des premières places qui a très mal vécu l'émulation que je lui ai imposée. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne me souviens plus non plus de son nom. Devenir universitaire ne faisait pas du tout partie à l'époque de mon horizon mental. Professeur du secondaire peut-être. J'avais entendu beaucoup de fois et sans doute répété que c'était bien pour une femme qui avait des enfants puisqu'il y avait de nombreuses vacances. D'ailleurs, que proposaient les enseignants à une bonne élève de province, peu au courant du paysage universitaire et qui pensait éventuellement à l'enseignement? On nous proposait de s'inscrire en classe préparatoire, dont le recrutement était sans doute beaucoup plus démocratique à l'époque qu'aujourd'hui. J'aimerais d'ailleurs lire des travaux là-dessus. J'avais évoqué aussi avec mes parents, l'année 69, de faire éventuellement des disciplines qui me paraissaient répondre aux questions que posait tout ce qui bougeait à l'extérieur. J'avais dit que psycho, socio, ça serait peut-être bien, hein, mais mes parents voulaient absolument que j'ai un métier rémunéré et m'ont tout fait pour me détourner de la sociologie et de la psychologie. Les classes préparatoires leur convenaient beaucoup mieux. Ne sachant pas bien quelle matière privilégier, je me suis à la fois inscrite en lettres supérieures et en maths supérieures, admise, je ne l'ai compris qu'après, hein, admise dans les plus grands lycées parisiens, dont je ne connaissais absolument pas la réputation. Je n'y suis d'ailleurs pas allée dans ces grands lycées parisiens, privilégiant, à cause d'une grève de métro, le lycée Molière, qui était accessible à pied du foyer des lycéennes, où j'avais une petite chambre. Donc j'entre tout de même à l'ENS de Fontenay-aux-Roses à la première tentative, mais en queue de liste, ayant choisi la dominante histoire. Je suis alors depuis 2 ans parisienne et indépendante financièrement à 19 ans et demi, ce qui est extrêmement appréciable, avec la perspective de 4 années d'études payées. Ces années-là ont été extrêmement formatrices pour moi. C'est, je reprends des termes d'historien, le temps de la contestation, comme ont titré un collectif d'historiens qui a aussi forgé l'expression d'année 68 au pluriel, au-delà des simples événements de mai-juin. Ce sont par ailleurs, je reprends l'expression d'une autre historienne, de Françoise Pic, ce sont aussi les années mouvement à propos du mouvement féministe. Arrivant à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, je romps avec l'inscription traditionnelle des étudiants normaliens s'inscrivaient traditionnellement en licence à la Sorbonne. Et je demande à m'inscrire à Paris 7. Alors, pourquoi je fais cela? Je pense pour 2 raisons. D'une part, parce que j'avais entendu parler de la scission post-68arde Sorbonne-Paris 7 et que Paris 7 était une université plus ouverte sur beaucoup de choses, moins traditionnelle. Et d'autre part, deuxième raison sans doute qui m'a poussée, c'est que je n'avais pas encore complètement réglé mon problème d'universalisme dans les disciplines et que j'avais envie aussi parallèlement de faire quelques UV de sciences. Et comme Paris 7 était à la fois une fac de sciences, et ben j'ai fait ma licence d'histoire et je ne sais plus comment ça s'appelait, des maths et de la physique. Enfin. Parallèlement, je me syndique aussi à la CFDT et arrive dans une union locale très engagée, union locale avec tout près de la Thomson de Bagneux, union locale très engagée dans la lutte pour la libéralisation et la gratuité de la contraception et de l'avortement. À Paris 7, donc où je viens quasiment chaque jour, je découvre des enseignements très novateurs, en histoire sur les ouvriers, Michel Perrault, sur la Chine, Jean Chénault, et sur l'histoire comme lieu de pouvoir. Alors, je crois que ma génération qui a été apprenti historien dans les débuts des années 70, a été très marqué par 2 ouvrages que je considère comme des ouvrages de l'époque. Jean Chénault faisait un cours sur le fonctionnement de la discipline historique et les relations de pouvoir à l'intérieur de la discipline historique. Ça a été une révélation pour moi. Pour moi, c'était une discipline mais qui ait des relations de pouvoir, qui ait des établissements de prestige, qui est... Bon, je ne savais pas cela. C'est le livre qu'il a publié, il faisait un cours à Paris 7, il en a fait un livre paru chez Maspero, comme les bons livres de l'époque, qui s'appelait « Du passé, faisons table rase ». Donc, c'est une analyse de la discipline historique, de ses origines, de son fonctionnement. Et parallèlement, j'ai lu aussi, tout en n'ayant pas suivi ses cours, l'équivalent, ce qu'on appelle l'équivalent du géographe de l'époque, qui était Yves Lacoste, et son livre s'intitulait « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ».
C'était les usages politiques, en quelque sorte, de la cartographie, de la géographie. Donc c'était des livres pour nous très forts. À Paris 7, je découvre aussi un forum politique permanent, tous les jours, meetings, mouvements divers. Mon seul problème dans ces meetings, auxquels j'assistais très régulièrement, c'était indicible à l'époque, parce qu'on se faisait traiter de fasciste. Mon seul problème à l'époque, c'était la fumée de cigarette. Je ne supportais pas, ou je supportais très mal la fumée de cigarette qui envahissait ces amphis sans fenêtre. Et dire cela, c'était vraiment, on était liberticide, si on n'aimait pas la fumée de cigarette. J'ai découvert aussi un forum féministe. Et comme d'autres, j'ai manifesté, j'ai discuté. Par contre, je n'ai pas participé à des groupes de conscience. Et j'ai organisé, c'était mon côté gauchiste, moi j'ai organisé ce qu'on appelait des vacances populaires. Alors bon, je vous expliquerai ce que c'est si vous me posez des questions. Persuadé sans doute que l'agrégation pouvait s'obtenir en un an, je fais une autre demande à l'administration de l'école, qui était finalement extrêmement libérale dans ces années-là. Je demande et obtiens l'autorisation de faire une deuxième année de licence sur toutes les UV qui m'intéressent. Donc on me dit oui. Et je fais des UV de sociologie et je suis des cours aussi au titre totalement improbable aujourd'hui. Par exemple, les formes de transition au socialisme. Je me souviens de ce cours-là qui s'appelait les formes de transition au socialisme, où on étudiait tous les textes de Lénine, Boukharine, etc. et Bettelheim, enfin bon, des choses comme ça. Donc, comme j'ai fait de licence, je reviens à mon introduction, je suis donc étudiante en maîtrise d'histoire à la rentrée 1973, et je vais rencontrer Michel Perrault pour discuter d'un sujet de mémoire. Je lui fais, il me semble-t-il, 2 demandes. D'une part, travailler à plusieurs. On disait, pourquoi faut-il toujours faire des recherches individuelles? Ça serait bien de les faire à plusieurs. Et je lui fais une deuxième demande d'essayer de concocter en quelque sorte un sujet qui soit à la croisée de l'histoire ouvrière, qui m'intéressait beaucoup, et de l'histoire des femmes, dont je voyais l'éclosion toute récente. Et ça a donné donc mon mémoire de maîtrise sur les ouvrières des usines de guerre pendant la Première Guerre mondiale, entre 14 et 18. Alors, cette année de mémoire a été une année absolument passionnante. Je crois qu'il faut, pour tous les étudiants d'aujourd'hui, rappeler vraiment le plaisir de la découverte des premières recherches en histoire des femmes. On ne savait rien du passé des femmes. L'histoire traditionnelle, l'histoire qu'on m'avait enseignée était une histoire des hommes, une histoire au masculin et en même temps asexuée. C'est-à-dire la différence des sexes n'avait pas de signification dans cette histoire. Il y avait des individus neutres qui étaient des hommes. Donc un véritable plaisir de la découverte. On nous disait aussi qu'il n'y avait pas d'archives, c'était une histoire que l'on ne pouvait pas faire, et en fait, en allant aux archives, on découvrait des archives. C'était aussi le plaisir de faire du neuf. Il y avait véritablement là un nouvel objet d'histoire et de nouveaux sujets d'histoire, les femmes. Et le plaisir aussi de donner un passé aux femmes, à ces femmes qui étaient dans la rue et qui se demandaient parfois qui elles étaient et d'où elles venaient. Donc dans ce mémoire de maîtrise, quelles ont été les questions que nous voulions poser? D'une part, pourquoi les femmes? Pourquoi a-t-on utilisé les femmes comme ouvrières de guerre pendant la Première Guerre mondiale? Elles ont été, parmi la main-d'œuvre de ces usines, la dernière main-d'œuvre recrutée, faute d'autres main-d'œuvre. Et finalement, elles se sont retrouvées 400 000 en 1917, soit un quart de la main-d'œuvre des usines de guerre, à côté des jeunes, des ouvriers âgés qui n'étaient pas mobilisés, à côté des coloniaux, on a fait venir des ouvriers des colonies, et à côté aussi des étrangers. Par exemple, on a fait venir des Chinois. J'ai visité depuis lors le cimetière de La Machine en Nivernais. C'est absolument étonnant. Vous avez une quantité de tombes chinoises impressionnante parce qu'il y avait une grosse usine de guerre à côté. Donc, quand tout ça ne suffisant pas, on a fait appel aux femmes à partir de la fin de l'année 1915. Autre question posée, quels travaux faisaient-elles et quelles étaient leurs conditions de travail? Les femmes ont été massivement employées aux travaux non qualifiés. Et la guerre a été une période importante dans l'histoire de la division du travail. Pour embaucher les femmes, on les a en quelque sorte spécialisées sur quelques gestes et on a divisé le travail d'anciens mécaniciens qualifiés.
Elles étaient certes bien payées par rapport au secteur féminin traditionnel de la couture, du vêtement ou des petits métiers à domicile, hein, mais au prix d'un énorme surmenage. Leurs conditions de vie étaient aussi très mauvaises, hein, mais les pouvoirs publics, notamment sous le ministère de l'armement tenu par un socialiste réformiste, Albert Thomas, qui allait devenir le premier directeur du Bureau international du travail à Genève, de 1919 à 1932. Les pouvoirs publics ont tenté de concilier à la fois le travail des femmes et le travail en quelque sorte de la mère. Et certains médecins ont demandé que l'on interdise le travail aux femmes enceintes, d'autres ont dit que c'était irréaliste dans les conditions de la guerre, mais on a créé les premières crèches d'entreprise pendant la Première Guerre mondiale. C'est une loi Engerand de 1917. La dernière question posée par ce travail, c'est en quelque sorte imposée à nous. Nous n'y pensions pas au début, mais cette question s'est imposée tant les discours sur les femmes et sur les munitionnettes étaient nombreux à l'époque. Donc, quelle perception des contemporains ? Et nous avons fait une découverte qui, pour nous, avions une certaine sensibilité à l'histoire ouvrière. Hein, et pour beaucoup de cette génération, la classe ouvrière, c'est le fer de lance de la libération ou du progressisme. Et nous avons découvert, un peu avec effarement au début, la grande méfiance du mouvement ouvrier. Hein. C'est particulièrement vrai en France, parce que le mouvement ouvrier est marqué par le proudhonisme. La grande méfiance du mouvement ouvrier envers le travail des femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils en craignent la concurrence, les femmes sont moins payées par les entrepreneurs, mais aussi parce qu'ils ont dans leur tête, dans la tête des ouvriers de l'époque, ils ont un idéal de mère au foyer qui éduque le petit prolétaire. Donc la femme au travail, elle trahit sa classe. Elle n'est pas à la place où sa classe sociale lui demande d'être une bonne éducatrice du petit prolétaire. À l'époque, il y a un travail qui a été fait aussi à l'époque sur cela. Hein. C'était une thèse, une des premières thèses d'histoire des femmes, mais qui n'était pas avec Michel Perrault, qui était avec Madeleine Gilbert, une sociologue, très pionnière dans les travaux en histoire des femmes. C'est la thèse de Marie-Hélène Zilberberg-Ocar, qui s'appelle Féminisme et syndicalisme, qui a été soutenue, je crois, en 1973 et publiée en 1978. Donc, avec ce premier travail de maîtrise qui nous avait passionnés, je commençais en quelque sorte à devenir chercheuse en histoire des femmes. Donc, j'arrive au deuxième point de mon exposé, chercheuse en histoire des femmes et du genre. Alors, quelques mots d'abord de mes activités d'enseignement. Donc, après l'agrégation obtenue, comme je l'avais pensé en un an, en 1975, je n'ai pas sollicité d'années supplémentaires à l'École normale supérieure, ce qui était possible. Certains élèves demandaient des 5e années. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Ça peut paraître naïf aujourd'hui, mais je me sentais sans doute redevable. On m'avait déjà payé 4 ans d'études. J'avais signé un contrat pour enseigner 10 ans dans le second. J'avais compris que c'était un enseignement de 10 ans dans le secondaire. Donc j'avais envie d'enseigner au plus grand nombre. C'était un côté un peu militant post-68 art, cette attitude-là, qui n'est plus celle des normaliens d'aujourd'hui. Donc j'ai enseigné 9 ans dans le secondaire. En collège d'abord, tous les jeunes enseignants étaient envoyés dans le Nord à l'époque, qui était la région déficitaire, donc dans le collège du Nord de la France, puis en lycée technique, puis en lycée expérimental. Ça a été, je le reconnais, une bonne expérience. Et je ne suis pas particulièrement, en tant qu'universitaire maintenant, je ne suis pas particulièrement favorable à la carrière unique de l'université à l'université, carrière qui finalement a très peu, finalement, une très courte génération a eu cette carrière-là. Hein. Nos grands maîtres aussi, nés dans les années 20, avaient tous fait de l'enseignement secondaire avant d'aller à l'université. À l'époque, donc, enseignante du secondaire, préparant parallèlement une thèse, j'avais essayé de faire bouger les syndicats enseignants du second degré sur la question des enseignants du second degré, chercheurs en même temps, pour essayer un petit peu de les mobiliser autour d'aménagements. Bon, il y a eu très très peu d'écho dans le syndicalisme. Ça pourrait être tout à fait une question reprise aujourd'hui parce qu'il y a aussi beaucoup de docteurs ou de doctorants qui sont en même temps professeurs de collège ou de lycée. Et on pourrait imaginer quelque chose, un aménagement pour que les deux activités soient reconnues.
Cette expérience du secondaire rend, me semble-t-il, plus sensible aux difficultés des étudiants. Elle m'a aussi, et je dois l'avouer aussi, parallèlement très vite déçue, car en dehors des établissements expérimentaux qui n'existent plus, l'administration des établissements secondaires, une partie des collègues, les élèves, n'étaient pas très réceptifs aux utopies éducatives que nous avions dans la tête, parce que nous avions aussi des utopies éducatives dans la tête. Alors là aussi, j'ai des anecdotes, mais je les laisse parce que des choses aussi qui me paraissent inimaginables aujourd'hui. Donc après 1975, et pendant une bonne dizaine d'années, il y a eu très peu de recrutements universitaires, car ils avaient été nombreux après 68. Vous le savez, l'université a toujours eu un recrutement en accordéon, et les opportunités d'emploi et de carrière sont très différentes selon les générations au sens démographique du terme, 20-25 ans, mais aussi entre des individus qui n'ont que quelques années de différence d'âge. Si on tombe au bon moment, tant mieux. Si on a quelques années plus jeunes, quelques années plus vieux, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'ai soutenu une thèse en 1982. J'ai obtenu en 1985 un poste temporaire qui s'appelait détaché du second degré faisant fonction d'assistant à l'université Lyon 2, qui m'a recruté comme maître de conférence en 1989 seulement. Alors, à l'époque, naturellement, ce terme n'était jamais au féminin, et bien que, malgré les réflexions qui avaient eu lieu pendant le ministère des droits de la femme sur la féminisation des termes et des noms de métiers, et je crois qu'il y avait déjà une circulaire Fabius, il me semble, peut-être 84-85, mais dont les administrations n'avaient absolument aucune connaissance. Alors, quelques mots sur mon passage à Lyon 2. J'y suis restée finalement comme détachée du second degré et comme maître de compte. J'y suis restée 13 ans, ce qui est pas mal. Alors, rétrospectivement, je me dis que je n'ai peut-être pas été assez combative dans cette université, mais il ne fut pas facile d'enseigner l'histoire des femmes à la fin des années 80 et au début des années 90. Pourquoi ? Parce que les collègues du département d'histoire ne souhaitaient pas d'affichage explicite d'un enseignement indiqué comme tel. J'ai pu le faire seulement pendant 1 an, après l'apparition de la collection Histoire des femmes en Occident, où il devenait quand même difficile de dire que l'histoire des femmes n'existait pas ou n'avait pas d'intérêt. Donc là, j'ai pu faire ça 1 an. Et ils préféraient me voir enseigner ailleurs qu'au département d'histoire, dans une sous-dominante qui avait réussi quand même à mettre sur pied une sous-dominante étude sur les femmes. À l'époque, on l'appelait comme ça, je crois, enseignement, qui avait pu mettre sur pied à la fois des psychologues, des sociologues, notamment Annie Quell et d'autres. Donc là, allez donc enseigner chez les psychologues, me disait-on. Les étudiants, d'ailleurs, ne réagissaient pas tous bien à l'époque, parce que même si on n'avait pas de cours affichés comme tels, on pouvait consacrer certaines séances à des thématiques femmes, ce que je faisais, et j'ai eu des réactions négatives d'étudiants, par exemple, qui me disaient qu'évoquer l'histoire de la contraception ou l'histoire des premières lois natalistes de l'entre-deux-guerres, c'était pas de l'histoire. C'était une mère de famille qui m'avait dit ça. Pour elle, l'histoire, c'était sans doute les grandes batailles et je ne sais pas quoi. Et puis, il y avait aussi les militants syndicalistes garçons, qui n'avaient pas du tout apprécié que dans un cours qui s'appelait Initiation politique, qui était l'histoire en fait de la 4e et de la 5e République, que je fasse un cours issu des travaux de Janine Mossus-Lavaux sur l'acquisition du droit de vote et les types de vote féminin, l'évolution du vote féminin. Il m'avait dit oui, il faut parler que des mouvements militants, il ne faut pas parler des femmes, enfin bon, c'est relativement agressif. Alors, je dirais quand même qu'aujourd'hui, l'attitude des étudiants n'est plus du tout celle-là. Si vous leur proposez des cours d'histoire des femmes, ils viennent très nombreux et sont en général très intéressés. Donc notre problème d'aujourd'hui, c'est que l'offre leur soit faite et que les collègues acceptent cette offre. Mais si vous offrez le cours, les étudiants sont extrêmement intéressés. Ce n'était pas toujours le cas au milieu des années 80, où certains réagissaient relativement mal. Je suis finalement partie pour devenir professeure à l'Université d'Avignon, où j'ai enseigné pendant 10 ans et dirigé donc de très nombreuses maîtrises en histoire des femmes et plusieurs thèses. Donc ma production de chercheuse maintenant peut paraître un peu éclectique. Je n'ai pas toujours creusé le même sillon qui est relativement, enfin, qui pendant un certain temps était l'attitude de chercheuse normale en France, notamment une attitude issue, je pense, de la thèse d'État. Et les suites de la thèse d'État, on avait un thème et on le creusait
toute sa vie. Actuellement, je sens dans les nouvelles générations qu'on se tourne vers un modèle plus étranger qui est un thème de recherche pour la thèse et puis après, on en choisit un autre. C'est ce que font nos collègues américaines ou britanniques, etc. Donc je n'ai pas toujours creusé le même sillon, avec tout de même une unité de champ, l'histoire des femmes et du genre, une unité de temps, le XXe siècle, une unité de lieu, la France, avec quelques comparaisons avec d'autres pays occidentaux. Donc je présenterai d'abord mes 2 thèmes privilégiés au début, la maternité et la guerre, puis 2 autres qui me tiennent à cœur, les féminismes et l'historiographie, ou plutôt plus largement l'histoire du savoir ou de l'aventure intellectuelle, l'histoire des femmes et du genre. Donc quelques mots de la maternité. La maternité a été donc le thème de ma thèse qui s'intitulait, je crois, « Quand nos grands-mères donnaient la vie, la maternité en France dans l'entre-deux-guerres ». La publication a enlevé les grands-mères. Je crois que l'éditeur ne voulait pas ce mot-là. La maternité, c'est un thème très caractéristique à mes yeux de ce que j'ai appelé ensuite la phase d'histoire au féminin, qui est en quelque sorte le premier projet de l'histoire des femmes, qui est un projet de remémoration, qui marque la volonté de rendre visibles les expériences, toutes les expériences des femmes du passé. Cette histoire au féminin, peut-être Michel Perrault ou Yvonne Knibler vous l'ont dit, les anglophones peuvent jouer sur le mot, history, her story, nous on ne peut pas, donc on dit histoire au féminin. Donc cette histoire au féminin, que certaines américaines, mais je n'aime pas trop le terme, appellent parfois aussi l'histoire compensatrice. On compense, on fait ce qui n'a pas été fait. L'histoire étant au masculin. Cette histoire au féminin a été une formidable phase d'accumulation de travaux. Alors, c'est des centaines et des centaines de mémoires de maîtrise, d'ouvrages, de thèses, et à l'échelle mondiale des milliers. Et cette accumulation de travaux a fait surgir de nouveaux objets d'histoire, en quelque sorte élargi le champ de la discipline historique, élargissement vers le privé, vers le quotidien, mais aussi avec l'apparition des femmes dans la sphère publique et notamment tous les mouvements féministes. De mon côté, ce choix de la maternité, c'était le choix d'un sujet en prise avec une double actualité. Vous savez que chez les historiens, l'articulation passé-présent est très forte. On fait souvent de l'histoire en fonction des interrogations du temps présent. Pour moi, il s'agissait une nouvelle fois d'articuler à la fois le combat des femmes contre un certain pronatalisme français qui était dans la rue dans les années 70, et était aussi dans la rue à l'époque, dans la rue ou dans la presse ou dans les médias, une contestation des pratiques et du pouvoir médical. Quelque chose qui a complètement disparu de nos jours, mais qui a été très très fort à ce moment-là. À l'époque, ce choix de la maternité dans l'entre-deux-guerres était novateur pour une autre raison aussi, c'était de travailler sur le XXe siècle. Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre parce que pratiquement la plupart des ouvrages, de nombreux ouvrages d'histoire et la plupart des recherches, les étudiants demandent à travailler sur le XXe siècle. À l'époque, on ne faisait pas de thèse sur le XXe siècle. Il y a peut-être juste Anne Marison qui en avait fait une aussi à l'époque. On travaillait sur le XIXe. Le XXe, ça ne faisait pas sérieux. Et finalement, j'ai sans doute travaillé sur la génération de mes grands-mères. Mes grands-mères qui avaient eu leurs enfants dans l'entre-deux-guerres. Dans ce travail sur la maternité, j'ai envisagé 3 axes, appelés ainsi la maternité refusée, la maternité médicalisée et la maternité vécue. Alors, il va falloir que j'accélère un petit peu. J'ai montré une France malthusienne, traversée par ce qu'on appellerait aujourd'hui une controverse entre un mouvement néo-malthusien très minoritaire, et qui évoquait la libre maternité, et un mouvement nataliste de plus en plus écouté des pouvoirs publics, et qui reçoit le renfort, ça a été aussi une découverte, de la majorité du mouvement féministe. J'ai décrit dans cette première partie l'émergence d'une politique familiale et nataliste, faite à la fois de répression, c'est la fameuse loi de juillet 1920 qui a traversé pratiquement jusqu'à nos jours pour qu'elle soit totalement en suspens, faite de répression et faite d'incitation honorifique, la fameuse fête des mères, les médailles de la famille française, etc., et financière, les allocations familiales et les primes d'allaitement et ceci. Ces thèmes très neufs à l'époque ont été repris ensuite par d'autres dans des thèses ou des livres, et on a montré aussi que le pronatalisme français s'enracinait déjà
avant 14, hein, dans la peur d'un déclin de la France après la défaite de 1870. Le deuxième axe, envisager le processus de médicalisation de la grossesse et de l'accouchement, qui était, je cite des mots de l'époque, moyen de sauver la graine, c'est-à-dire l'enfant conçu, et de lutter contre ce qu'on appelait le massacre des innocents, les petits-enfants qui mouraient, un taux de mortalité infantile en 1920 de 10%, 100 pour 1000, 10%. Et j'ai mis en évidence aussi ce que Yvonne Knibiller a peut-être évoqué ici avec vous. Pour l'après-45, elle a eu une belle expression. Elle a parlé du grand déménagement des femmes, des accouchées. Des femmes qui déménagent de chez elles à la maternité pour aller accoucher. Mais comme je vous disais tout à l'heure, en 1952, quand je nais, la moitié des accouchements sont encore à domicile. Le grand déménagement a commencé dans l'entre-deux-guerres dans les grandes villes, et notamment à Paris, hein, et il s'est poursuivi et accéléré dans les années 50 très rapidement. Donc dans ce travail, je montre un modèle parisien de déménagement vers la maternité qui s'oppose tout à fait aux accouchements dans les campagnes. Et d'autres travaux postérieurs ont permis aussi des comparaisons avec des villes de taille moyenne, hein, où on a des situations intermédiaires et où se maintiennent très longtemps les petites maisons de sages-femmes, qui avaient quelques lits pour accoucher donc, des femmes chez elles, dans les maisons de sages-femmes. Troisième axe du travail, la maternité vécue. Alors, c'est un terme, là aussi, je voudrais insister, c'est un terme très caractéristique. On ne l'utiliserait peut-être plus aujourd'hui. On parlerait d'expérience. Le terme est caractéristique de l'histoire au féminin et de sa quête, véritable quête, de sources féminines. Écrits, soit des écrits de femmes, soit de la parole des femmes, recueillis par la pratique de ce qu'on appelait alors l'histoire orale. Donc j'avais pratiqué quelques interviews et cherché des textes de femmes racontant leurs expériences. Il y en a d'ailleurs un que j'aimerais peut-être faire rééditer un jour, qui s'appelle Madame 60 bis, qui est le témoignage d'Henriette Vallée, qui était la compagne d'Henri Lefebvre, ce sociologue de la ville, et qui a voulu connaître l'expérience des filles mères de l'époque, et qui est allée accoucher comme fille mère, parce qu'elle ne peut pas être mariée avec Henri Lefebvre, à l'Hôtel-Dieu de Paris. Et on a glissé son brancard entre le lit 60 et le lit 61. Hein. Donc elle a appelé son témoignage, qui est assez effrayant, Madame 60 bis. Donc c'est un beau texte. Depuis lors, d'ailleurs, j'ai toujours suivi avec intérêt à la fois tous ceux qui pratiquaient l'histoire orale et aussi la constitution par un littéraire qui s'appelle Philippe Lejeune, de ce qu'on appelle l'APA, qui est l'association pour l'autobiographie. Je ne sais pas si vous connaissez ce fonds autobiographique qu'a fondé Philippe Lejeune à Ambérieu-en-Bugey, à la médiathèque d'Ambérieu-en-Bugey, hein, où il y a maintenant 2000 manuscrits. Donc il a fait un appel public hein, pour que des personnes lui envoient soit des journaux intimes qu'ils ont gardés, soit des correspondances qu'ils ont gardées, soit qu'ils écrivent leur autobiographie. Et c'est une magnifique source pour les historiens. J'ai récemment fait soutenir une thèse hein, d'une jeune femme qui vient de paraître d'ailleurs aux presses universitaires du Mirail, uniquement dans la source principale est ce fonds autobiographique, et son livre s'appelle Intimité amoureuse, France 1970. Pardon. Deuxième thème que j'ai abordé dans mes recherches, la guerre, c'est sur celui-là que je vais rester le plus. Donc le thème de la guerre que j'avais travaillé pendant l'année de maîtrise m'a en quelque sorte rattrapé par une commande émanant d'une collection, là aussi caractéristique de la période de l'histoire au féminin. La collection s'appelait « La femme au temps d'eux ». Alors aujourd'hui, quand on veut faire un cours d'histoire des femmes, on dit aux étudiants qui usent spontanément du singulier pour la femme, mais ils disent les hommes et la femme, on leur dit, et ça les bouscule un petit peu, donc ça les interroge. Moi, je leur dis en général, la femme n'existe pas, sauf dans l'imaginaire des hommes et des femmes, parfois. Donc, à l'époque, les historiennes qui pratiquaient l'histoire des femmes avaient déjà critiqué l'usage du singulier. On était passé au pluriel les femmes, et on disait que les femmes ne constituaient pas un groupe homogène. Mais la collection, qui était dirigée d'ailleurs par Laurence Pernoud, celle de J'attends un enfant ou J'élève mon enfant, hein, qui sans doute, inspirée par sa sœur ou sa belle-sœur, Régine Pernoud, qui était une historienne du Moyen-Âge. C'est sa mère ? Ah non, je ne crois pas que c'est sa mère, non. C'est plutôt sa belle-sœur, voilà. Très bien, merci.
donc, avait lancé cette collection, hein, La femme au temps d'eux. Elle ne voulait pas changer, même si on lui disait qu'il faudrait peut-être mieux mettre les femmes. Alors, son intérêt tout de même de cette collection était d'envisager un événement, la guerre, ou une révolution, ou bien la colonisation, par exemple. Il y a eu aussi un livre sur la femme au temps des colonies, d'envisager une période, la femme au temps des pharaons, du point de vue des femmes. Notre question, la question que posaient les historiennes, c'était « et les femmes ?» Vous avez décrit la guerre 14 du point de vue des hommes, et les femmes. Alors que l'histoire que l'on connaissait portait des appréciations ou bien établissait une chronologie reconnue par les autres historiens à partir soit d'un point de vue masculin, soit d'un point de vue asexué. Par exemple, toutes les connotations des périodes, la Renaissance, les Trente Glorieuses, la Libération, sont des périodes qui ont une signification et une connotation. Là-dessus, il y a un texte très fondateur en histoire des femmes, qui est un texte d'une Américaine, qui vous a peut-être déjà été cité par d'autres, un texte d'une Américaine qui a fait une conférence et un article dès 1972, publié un peu plus tard, et le titre s'appelle « Les femmes ont-elles eu une renaissance ?» Cette période que l'on décrit comme une période faste des arts, de la culture, etc., qu'a-t-elle signifié pour les femmes ? Les femmes ont-elles eu une renaissance? Et finalement, on peut poser la question pour beaucoup d'autres périodes. Alors, pour moi, la commande de Laurence Pernoud était la femme au temps de la guerre de 14, sans doute via Michel Perrault. Si je me souviens bien, c'était ça. Donc, je suis donc retournée aux archives et à la Bibliothèque nationale pour cette fois-ci appréhender dans leur diversité toutes les expériences de guerre des femmes, à la fois les formes variées de leur mobilisation, les formes variées de leur engagement et les conditions de vie des femmes dans un pays en guerre, y compris dans les départements occupés. Et c'est là que j'ai interrogé ma grand-mère. Et c'est là aussi, dans ce chapitre-là, que j'ai commencé à évoquer des choses qui ont été plus travaillées par d'autres après, évoquer ce qu'on peut appeler les violences sexuées de guerre, c'est-à-dire les viols de l'invasion, les déportations des jeunes filles de l'agglomération de l'île Roubaix-Tourcoing à la Pâques 1916. Il y a une sorte de terreur instaurée par l'occupation allemande qui affame la population, qui la soumet à de multiples règlements et qui de temps en temps aussi pratique sur les femmes des formes pour terroriser un peu la population, pratique des violences qu'on peut qualifier de violences sexuées. Donc toutes ces thématiques ont été développées plus tard par ce qu'on appelle l'histoire culturelle de la Grande Guerre. Stéphane Audouin-Rousseau, Annette Becker et d'autres. Donc, comme pour l'ensemble de la collection La femme au temps d'eux, le questionnement général portait sur les effets de l'événement guerre sur les femmes. En l'occurrence, la question pouvait être posée de cette façon. La guerre de 14 a-t-elle été émancipatrice pour les femmes? Comme on le disait souvent en une ligne dans les manuels, en invoquant la figure de la garçonne des années 20. Alors, avec nuance, après avoir envisagé toutes ces expériences de guerre des femmes, je répondais plutôt non à la guerre émancipatrice, en soulignant à la fois le caractère temporaire et réversible des changements, en observant la sphère du travail ou la sphère du politique. Les Françaises n'obtiennent pas le droit de vote comme elles le pensaient l'obtenir dans les années 20. Je soulignais aussi déjà les différences entre femmes, les principales bénéficiaires de la guerre 14, s'il faut en trouver, étant sans doute les jeunes femmes, donc il y a un critère d'âge, et des milieux moyens et aisés. Pourquoi celle-là? Parce que celle-là pouvait désormais accéder au baccalauréat féminin créé en 1919 et donc à l'université et donc aux nouveaux métiers du social, infirmière, assistante sociale, infirmière visiteuse et même, pour reprendre l'expression d'un livre récent d'une jeune chercheuse, aux professions de prestige entre guillemets, comme avocat, journaliste, professeur d'enseignement secondaire, etc. Donc, une guerre nuançait fortement l'aspect émancipateur, mais tout de même des ouvertures pour certaines. Guerre émancipatrice, guerre conservatrice pour les femmes, c'est d'ailleurs encore un débat chez les historiens, et c'est un petit peu le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, parce que ceux qui disent oui disent mais, cependant, ceux qui disent non disent oui mais, etc. Donc, alors, ce que je voudrais dire par contre, c'est qu'on peut répondre avec plus de finesse à cette question des effets de la guerre par une approche de genre que j'ai commencé à présenter dans le chapitre de l'histoire des femmes en Occident, qui proposait en même temps une approche comparatiste entre les grands États belligérants.
Et puis dans d'autres articles, j'ai aussi poursuivi cette approche genre et guerre que je vais vous évoquer un petit peu maintenant. Alors qu'est-ce que c'est que le genre? Je le dis là plutôt que dans le livre Écrire l'histoire des femmes et du genre. Qu'est-ce que c'est que le genre? Alors, parfois on le définit comme le sexe social ou la différence des sexes construite socialement et culturellement. Ou dit autrement, on ne naît pas, reprendre la phrase célèbre de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, mais on peut le mettre aussi au masculin, on ne naît pas homme, on le devient. Donc une approche de genre invite à comparer la place des hommes et des femmes, à observer les définitions du masculin et du féminin, à voir comment fonctionne le principe de partition entre masculin et féminin, principe qui hiérarchise en général la situation des hommes et des femmes. Invite aussi à tenter de comprendre la construction des identités des femmes et des hommes. Alors, les Américaines, dès le début des années 80, ont utilisé une expression que j'aime bien, que je trouve assez claire, qui n'est pas toujours utilisée dans les travaux français, qui est l'expression de système de genre. Et je trouve cette expression très utile. Que signifie un système de genre? C'est à la fois un ensemble de rôles sociaux sexués, les femmes font ceci, les hommes font cela, donc division des rôles et des tâches, et en même temps un système de représentation, donc on parle du symbolique, là, définissant le masculin et le féminin. Donc appliquons cette boîte à outils, cet outil, le système de genre, à la guerre. Le système de genre bouge entre 14 et 18 ou 19, et qu'est-il au lendemain de la guerre? On peut schématiser ainsi. À la déclaration de guerre, les hommes citoyens soldats, mobilisés, partent à l'assaut de l'ennemi, sûrs d'une victoire rapide, pour défendre à la fois leur patrie et leurs femmes. Ces dernières attendent seules, invitées à servir dans des tâches toutes féminines, consoler, penser ou bien tricoter à l'ouvroir de guerre. Là, on a un système de genre classique et tout est dans l'ordre des choses. Lorsque la guerre devient longue et s'enlise, les femmes sont appelées à devenir remplaçantes ou munitionnettes pour faire marcher le pays et la machine de guerre. Certaines sont surmenées, notamment les mères de famille, mais d'autres découvrent une nouvelle vie plus indépendante. Comment réagissent les contemporains? On voit fleurir le terme de masculinisation des femmes. C'est-à-dire qu'il y a une crainte chez les journalistes de la masculinisation des femmes. D'autres font des commentaires que je ne comprenais pas lorsque j'ai fait ma maîtrise. Je vous en cite quelques-uns. Elles font de la métallurgie comme du tricot. Elles enfilent des obus comme des perles. Elles ont su garder toute leur grâce malgré les durs travaux. Nanana. Ça me faisait rire. En 73-74, je ne comprenais pas ces commentaires-là, qui me faisaient sourire plutôt. Avec une approche de genre, je crois qu'on comprend qu'il y a là une sorte de conjuration langagière. Que font ces commentateurs? Ils disent que le monde n'a pas changé, que les femmes restent des femmes, et qu'elles sont à leur place, et qu'elles pourront, que l'ordre classique, l'ordre sexué en quelque sorte classique, on pourra le retrouver. Puisque, bien sûr, elles font des obus, mais c'est comme des perles. Donc elles sont toujours des femmes à des métiers de femmes. Parallèlement, j'ai aussi compris, avec cette analyse-là, pourquoi les féministes de l'époque utilisent, elles au contraire, pour décrire ces femmes au travail, elles utilisent un langage militaire, très viril. Elles disent que ces femmes tiennent le deuxième front, qu'elles sont des combattantes de l'arrière. Donc, dans ce jeu de commentaires, il y a véritablement un combat sur le langage, sur la signification de l'expérience nouvelle de ces femmes au travail. Pendant ce temps, les hommes, pendant que la guerre s'enlise, les hommes connaissent quoi? La boue des tranchées, des assauts meurtriers et inutiles, et victimes parfois de maladies que les médecins de l'époque appellent le choc de l'obus, et dont ils ne comprennent mal qu'elles puissent toucher des hommes, parce qu'ils disent que c'est les mêmes symptômes que l'hystérie. Or, l'hystérie est une maladie jugée féminine. Donc on a au même moment où les femmes accèdent à des responsabilités parfois masculines, les hommes sont impuissants dans les tranchées et connaissent pour certains des maladies dites féminines. Leurs lettres que certains ont étudiées, les journaux des tranchées que d'autres ont étudiés, disent le désarroi des hommes, la peur d'être supplantés au foyer et au travail, et même comme pères.
des combattants s'inquiètent de leur autorité sur leurs enfants et particulièrement sur leurs garçons. Ils disent aussi, dans tous ces textes, leur volonté d'exercer un magistère moral sur l'arrière. Nous qui avons tant souffert, c'est nous qui devons dire comment les choses devront se passer à la fin du conflit. Enfin, dernière étape, faire la paix venue, faire la paix dans une société marquée par le deuil et par le culte des morts au combat, c'est tenter un impossible retour à la normale dans le système de genre. On voudrait retrouver le monde d'avant, les femmes à la place des femmes, les hommes à la place des hommes. On tente de faire cela, mais c'est partiellement impossible puisqu'il y a eu 1,4 million de morts et de très nombreux blessés. J'ai ensuite tenté de comparer les deux guerres sous l'angle des femmes et du genre. Là, j'irai beaucoup plus vite parce que d'autres personnes ont fait des travaux plus poussés. Il me semble tout de même que la deuxième guerre est peut-être plus conservatrice encore que la première sur le plan des relations entre hommes et femmes ou sur le plan du système de genre. Pourquoi ? Parce qu'il y a le poids de Vichy et de sa construction d'un éternel féminin, pour reprendre le titre du livre je cherche son prénom, Francine Muel-Dreyfus, à cause aussi sans doute du traumatisme très très fort des hommes pendant la Deuxième Guerre, des hommes qui ont été vaincus en 1940 et dont une grande partie a été prisonnier. Donc Luc Capdevillac a très bien étudié ça, et d'autres, et Fabrice Virginie aussi, montrent une véritable poussée de virilisme à la libération. Il faut reconstruire le masculin mis à mal pendant la guerre. Et cela se fait aussi malgré l'acquisition du droit de vote, au détriment des droits des femmes. Et il me semble que l'on peut peut-être dégager une chronologie du XXe siècle, ce que j'ai fait à la fois dans ces articles et aussi dans l'introduction du volume sur le XXe siècle des femmes, enfin, l'histoire des femmes du XXe siècle. 1945 n'est pas une date très significative pour les relations de genre, malgré l'acquisition fondamentale du droit de vote, ou malgré l'instauration du suffrage universel, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler 44-45, l'instauration du suffrage universel en France. Mais malgré cela, il me semble que les relations de genre ne commencent à véritablement changer qu'à partir des années 60, et surtout les années 70. Alors, avec l'idée aussi que l'histoire des femmes et l'histoire du genre se sont aussi interrogées sur les chronologies qui étaient données classiquement en histoire. Elle les a parfois contestées, elle les a parfois validées. Là, 45 est une date très classique dans l'histoire. Il y a le premier XXe siècle, il y a le deuxième XXe siècle, marqué par la guerre et la libération. Après la libération, c'est la montée des démocraties. Pour les femmes, finalement, il y a un décalage. Et pareil pour les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses des femmes, elles commencent sans doute plus tardivement que les 30 glorieuses de la société française, avec la croissance économique et l'émergence d'une société de consommation. Alors, troisième thème, là aussi j'irai très vite parce qu'il me faut du temps pour mon militantisme académique. Troisième thème, donc les féminismes. Alors, simplement pour dire que tous ceux qui font de l'histoire des femmes rencontrent les mouvements de femmes et l'histoire des féminismes. Alors, ce qui permet de dire qu'on a dit des bêtises en 1970, année zéro de la libération des femmes, c'est une grosse bêtise. Historiquement, c'est entièrement faux et on le sait aujourd'hui. Alors, moi, j'ai rencontré les féministes face à la guerre. Des féministes qui ont un temps rompu leur internationalisme, parce que les féministes sont aussi engagées, comme le mouvement socialiste de l'époque, dans des internationales. Elles ont rompu l'internationalisme et elles ont très gentiment suspendu leurs revendications sur les questions des droits des femmes et notamment du droit de vote pour, disaient-elles, faire leurs preuves, espérant obtenir le droit de vote à la fin de la guerre, ce qui ne s'est pas passé. Alors, là aussi, ces premiers travaux m'ont montré aussi qu'il y a des courants, des féminismes au pluriel. Il y a une minorité pacifiste, il y a une minorité ultra-suffragiste, etc. Donc il y a des courants féministes divers. Mon travail sur la maternité m'a aussi montré la diversité des féministes, qui faisait un petit peu écho, par exemple sur la maternité, aux prises de position très divergentes des années 70. Si je vous évoque Madeleine Pelletier, 1874-1939, parle d'esclavage maternel. Madeleine Vernet, qui est sa contemporaine, a des phrases qui m'évoquaient Paroles de femme d'Annie Leclerc. Elle parle des jouissances de l'allaitement, etc., etc. Donc là aussi, on pouvait voir des courants différents sur la question maternelle. Enfin, j'ai fait aussi un travail qui m'a beaucoup intéressée
pour la préparation d'un colloque sur les années Mitterrand. J'ai eu accès à des archives qui sont maintenant fermées parce qu'elles sont hors des délais réglementaires. Pour ce colloque Mitterrand de 99, on a ouvert les archives de la présidence François Mitterrand et j'étais en charge de regarder ce qui s'était passé du côté du ministère des droits de la femme. Alors là, c'était absolument passionnant. Hein. Donc c'était les archives, pas les archives du ministère, les archives de l'Élysée, mais sur les questions des femmes. Donc, ce qui permettait de voir le cheminement de la décision politique, qui m'a permis de voir à la fois Yvette Roudy, mais très sympathique. Elle m'a encore été plus sympathique à l'issue de la consultation de ces archives. Alors, je vous dis pourquoi en 2 mots. Tout le monde ne sera pas forcément d'accord, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui avait un projet politique qui était la rencontre du féminisme. Elle est profondément socialiste, mais qui était la rencontre du féminisme et du socialisme, ou, disait-elle, faire entendre au socialisme le féminisme. Et les revendications féminines, traduire en mesures politiques les revendications des féministes des années 70. Ça, c'était son ambition. Ces difficultés ont été extrêmes. Difficultés à la fois, je vais très vite, extérieures à la mouvance socialiste et extérieures au gouvernement, les églises, les médias, plein de choses, hein, mais aussi, ça c'était très intéressant et très très clair dans les archives, des difficultés internes à la mouvance socialiste, y compris au gouvernement, de la part de Bérégovoy, ou bien, comment s'appelait-elle, celle qui était de Nîmes, ministre de la Famille, Georgina Dufoy. Donc il y avait 2 courants à l'intérieur du gouvernement. Il y avait un courant familialiste et il y avait un courant féministe. Et la tactique d'Yvette Roudy, c'était, contre l'hostilité de ses collègues du gouvernement, de faire appel à François Mitterrand. Donc il y a une correspondance dans ces archives entre Yvette Roudy et François Mitterrand. Et elle disait à François Mitterrand, je vous apporte par mes réformes, je vous apporte les voix des femmes, mais acceptez mes mesures. Bon. Et il y avait aussi une quantité d'articles absolument incroyable sur la question du remboursement de l'avortement. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, si vous voulez, tout à l'heure, qu'elle a finalement obtenu de haute lutte après 9 mois de combats acharnés internes au gouvernement. Enfin, et François Mitterrand était très réticent sur la question du remboursement de l'IVG qui a été obtenu en décembre 1982 et sur lequel Yvette Roudy pensait qu'elle irait très très vite. Parce que pour elle, la priorité des priorités, c'était sa loi d'égalité professionnelle. Bon, on en reparlera si vous voulez. Alors, donc, au total, des résultats mitigés, c'est vrai, on ne peut pas dire le contraire, mais tout de même, quand même, il me semble que, alors, en tant qu'historienne, on regarde toujours sur le long terme. Il me semble quand même qu'en regardant sur le court terme, on peut dire que les résultats sont très très mitigés, mais sur le long terme, il me semble que ce ministère Roudy est une rupture symbolique forte. Désormais, les droits des femmes, ça a un sens. Et tout homme politique, qu'il soit de n'importe quel bord politique, ne peut plus dire maintenant que les femmes n'ont pas de droits et qu'il ne faut pas travailler pour l'égalité entre les hommes et les femmes, même s'il ne le fait pas. Le discours devient, est depuis lors égalitaire. Et tout le monde maintenant célèbre le 8 mars, ce qui n'existait pas du tout auparavant. Bon, on pourra en discuter si vous voulez. Alors, 4e thème très vite de mes travaux, j'ai tenté aussi de faire de l'historiographie, ou plutôt de faire l'histoire, en quelque sorte, de l'aventure intellectuelle, histoire des femmes. L'histoire, on pourrait appeler l'histoire d'un savoir. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est dans un contexte, après la parution de l'histoire des femmes en Occident en 91-92, bon, ça m'a donné des ailes, cette parution-là, des ailes que l'institution a assez vite rognées, mais enfin, ça m'avait donné des ailes. Donc, j'ai voulu à la fois faire une habilitation, qui est un exercice pour passer professeur, hein, et pour faire un peu un bilan de ce qu'on avait fait en histoire des femmes, rendre compte de l'aventure intellectuelle, pourquoi on avait fait l'histoire des femmes, comment, avec qui, avec quel débat, avec quelle production. Et pourquoi je voulais faire cela? Dans un double but, me semble-t-il. D'une part, dans un but de transmission. Tout ce qu'on avait fait, il fallait que ça passe aux générations suivantes, et aussi dans un but de légitimation vis-à-vis de l'histoire en général, des collègues d'autres disciplines qui souvent nous renvoyaient une image pas très très positive de ce qu'on faisait. Donc il y avait un but de transmission et légitimation. Et puis je voulais aussi, j'avais été très intéressée en faisant l'histoire des femmes en Occident par les textes qui nous venaient de l'étranger, et je voulais un peu, il y avait beaucoup de débats à l'époque aux États-Unis entre histoire des femmes, histoire du genre, et je voulais un petit peu comprendre ce que nous disaient les Américaines et aussi le traduire à l'usage de mes collègues français, enfin faire passer un petit peu quelque chose du débat américain dans l'aventure française. Donc ça a donné un livre, Écrire l'histoire des femmes, qui a été complété récemment, et ça
Ça, c'est la première version. Vous avez, certains ont reçu une publicité de la deuxième version qui s'appelle « Écrire l'histoire des femmes et du genre ». Alors, c'est un travail qui m'a beaucoup plu, même si c'est vrai que dans l'univers compétitif de l'université, pour avoir des postes intéressants, ça a servi aussi à me disqualifier en me qualifiant péjorativement d'historiographe et pas d'historienne. Une historienne, c'est bien, mais j'étais devenue une historiographe, donc plus une historienne. Ça a été utilisé aussi comme cela. Mais cet ouvrage, pour moi, c'est un premier étage, en quelque sorte, ou une part fondamentale de l'histoire d'un savoir, le savoir histoire des femmes et du genre, part que j'ai commencé à compléter aussi dans certains articles, en essayant d'étudier les lieux de l'histoire des femmes, par exemple les revues ou les groupes de recherche. Je pense qu'il faudrait faire ce travail. Travail qu'il faudrait poursuivre, hein, d'autres le feront sans doute, hein, par l'histoire des carrières des historiennes qui se sont engagées dans ce champ de recherche, mais aussi par l'analyse de la réception par le public et par l'institution universitaire et de recherche de ce champ de recherche. Réception qui a été marquée longtemps par une certaine méfiance, hein, et qui l'est encore au moins partiellement. Et cette méfiance du monde universitaire m'a sans doute incité à trouver des voies parallèles d'expression, hein, et de défense de ce champ de recherche. Donc j'en arrive à ma troisième partie, j'ai encore 10 minutes. Oui. Donc la troisième partie, c'était un petit peu autour de ce que j'ai appelé en introduction le militantisme académique, ou les voies pour rendre visible et transmettre l'histoire des femmes et du genre. Alors, je voudrais parler de 3 choses. Une première, c'est je voudrais rappeler un tout petit peu l'expérience de l'histoire des femmes. Là, ce n'est pas tellement le militantisme académique, parce que c'est plutôt une chance que l'on m'a donnée de faire cela à un âge où j'étais encore relativement jeune, hein, pour participer à ces fameuses grandes collections à la française. Hein, vous connaissez l'histoire de la France rurale, l'histoire de la France urbaine, l'histoire de la vie privée, etc. Bon, en général, c'est plutôt des ouvrages de fin de carrière. Et moi, on m'a proposé ça plutôt en milieu de carrière. Alors, sans doute, j'en ai un peu discuté avec Michel Perrault, parce que justement, il y avait très peu de gens à l'époque qui avaient travaillé sur le XXe siècle. Et aussi parce que, je crois que Michel me l'a dit à mots couverts, à l'époque, dans ces grandes collections en 5 volumes, un volume sur l'Antiquité, un sur le Moyen-Âge, un sur les temps modernes, un sur le 19e, sur le 20e, le 20e était considéré comme de moindre importance. Parce qu'on était encore très réticents vis-à-vis de l'histoire du XXe siècle. Donc bon, si on confie à une jeune le XXe siècle, si c'est moyen, tant pis. Hein. Voilà, c'était un peu ça. Je crois que c'était un peu ça aussi. En même temps, alors, pour moi, ça a été une chance et une expérience extrêmement enrichissante, mais vous connaissez peut-être la petite histoire de cette collection. L'initiative n'est pas du tout française, hein. C'est l'éditeur italien La Terza, qui, en traduit en italien l'histoire de la vie privée, a dit que finalement, vu tout ce qu'il voyait paraître, peut-être ça serait bien de faire maintenant... au début, il disait une storia della donna, une histoire de la femme, qui est devenue quand même l'histoire des femmes. Hein. La Terza s'est adressée à Georges Duby, qui avait dirigé l'histoire de la vie privée, et Georges Duby s'est adressé à Michel Perrault, en se disant que lui, sur l'histoire des femmes, il connaissait un petit peu, mais pas beaucoup. Et Michel Perrault a fait son équipe, et comme c'est moi qui ai été choisi pour le XXe siècle. Alors, c'était une expérience... cette collection, dans ce livre-là, je l'ai appelée, pour moi, cette collection, c'est le genre à la française au début des années 90. C'est-à-dire c'est la façon dont les Français font une histoire du genre. Beaucoup moins théorique que l'histoire américaine, mais c'est déjà, si vous relisez l'introduction, c'est pas, on l'appelle l'histoire des femmes, mais Michel Perrault et Georges Duby, hein, mais c'est surtout Michel Perrault qui a écrit, même si les deux signent, c'est une histoire des relations entre les sexes, entre hommes et femmes, à tous les niveaux des pratiques et des représentations. Dans la cité, dans la famille, au travail, enfin il y a une formule comme ça, etc. Donc c'est le genre à la française, avec une consigne aux auteurs, essayez de faire une histoire un peu comparée si vous pouvez, et essayez de faire une histoire des relations plus qu'une histoire des femmes. Mais si vous lisez les 3000 pages de l'histoire des femmes, les chapitres ne sont pas tous au même niveau, enfin, ne pratiquent pas l'histoire de la même façon, et c'est plutôt bien. Les ouvrages français sont en général, n'ont pas une ligne unique. Les Américaines nous ont reproché, hein, ça a été traduit en anglais, en américain, nous ont reproché justement que cette collection n'avait pas une ligne théorique bien fixe, etc., etc. Mais c'est plutôt, à mes yeux, une qualité. Alors, la réception de cette histoire des femmes, du côté du grand public, une très bonne réception. Sans doute, Michel Perrault a l'habitude de dire, mais je crois que c'est vrai, finalement, les femmes ont été contentes de savoir qu'elles avaient, elles aussi, une histoire. Je pense que c'est sans doute. Et La Terza, qui est sans doute un très bon gestionnaire, éditeur-gestionnaire, a réussi à vendre dans de multiples langues, hein,
cette collection, qui est même traduite en coréen. Donc je crois qu'il y a une dizaine de langues. Alors, au niveau de la réception en France dans l'académie, enfin au monde académique, je pense quand même que ça a donné une certaine légitimité intellectuelle au champ de recherche. C'est quand même difficile de dire que ça n'existe pas, hein, puisque quand même ça a eu sa grande collection comme le reste, même si on a pu trouver des commentateurs, historiens, qui ont dit que c'était un ouvrage de vulgarisation, etc. Un terme péjoratif. Alors que c'était une volonté véritablement de synthèse des travaux des 20 années précédentes. Il y avait véritablement une ambition très très forte dans cette collection. Alors, comme je vous le disais, cette expérience m'a donné des ailes en partie assez vitronnées par l'institution. Quelles ailes A-I-L-E-S, hein. D'une part, justement, l'envie de créer, de fonder une revue d'histoire des femmes. Et qui va être la revue. Alors, vous avez le dernier numéro qui circule, mais cette revue, elle ressemble à ça. Elle s'appelle Clio, Histoire, Femmes et Société. S'il y en a qui s'intéressent, il y a l'ensemble de la collection qui est indiqué en dessous. Il y en a peu. Il y a un petit papier vert qui est le dernier numéro. Mais... Il y a 10. Alors, pourquoi donc créer une revue au milieu des années 90 ? D'une part, il avait déjà existé une petite revue d'histoire des femmes entre 1979 et 1985 qui s'appelait Pénélope pour l'histoire des femmes. C'était une revue relativement modeste, faite de façon très artisanale à l'époque, hein, mais très intéressante parce qu'elle présentait les recherches en cours. Elle présentait par thème les recherches en cours. Donc il y avait eu 13 numéros, mais la revue s'est arrêtée, faute de soutien institutionnel. Donc à 85, au numéro 13, qui s'appelle en plus, c'est un petit peu ironique, Vieillesse des femmes. L'avant-dernier s'appelle Mémoire de femmes, et le dernier, Vieillesse des femmes. Donc la revue meurt sur ce numéro sur la vieillesse. Donc il n'y avait plus d'endroits où publier les recherches en histoire des femmes. Alors, il y avait quelques revues généralistes quand même qui étaient assez ouvertes, notamment le Mouvement social. Il faudrait quand même saluer le Mouvement social, hein, dans lequel travaillait d'ailleurs Michel Perrault aussi, hein, qui publiait des travaux d'histoire des femmes. Mais globalement, il manquait d'espace éditorial pour rendre visibles les travaux français. Il y avait aussi, de mon point de vue, l'envie de faire connaître les travaux étrangers, c'est-à-dire de publier des travaux étrangers. Et c'est vrai que Clio donne toujours dans ses numéros la parole à plusieurs collègues étrangers et on essaie de diversifier les espaces. Alors, on a fait des calculs, je crois il me semble qu'on publie 25% de collègues étrangers et la moitié d'articles qui ne sont pas sur la France. C'est vraiment une volonté de faire cela. Et puis il y avait aussi une volonté avec les échos qu'on avait des États-Unis, où il y avait véritablement des conflits très virulents et des controverses virulentes, où les gens s'injuriaient parfois entre ceux qui disent qu'il faut faire de l'histoire des femmes pure et dure, ceux qui faut faire de l'histoire du genre, ceux qui faut faire de l'histoire du genre sciences sociales, ceux qui veulent faire de l'histoire du genre post-structuraliste, comme on disait à l'époque. Hein. Il y avait, du côté américain, des débats assez polémiques. Mon idée à moi, c'était plutôt de faire dialoguer les modes d'approche, que l'on voit apparaître par numéro thématique, différentes façons d'écrire l'histoire des femmes, tout ce qui fait sens sur un sujet. Donc Clio essaie de publier à la fois de l'histoire politique, de l'anthropologie historique, de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle, de l'histoire dite des femmes ou de l'histoire dite du genre, hein, tout cela en même temps. Alors son titre, peut-être vous interroger sur son titre, on a fondé une petite équipe, hein, on s'est beaucoup interrogé sur le titre à l'époque. Pourquoi celui-là, qui maintenant ne nous paraît pas terrible, mais à l'époque on n'avait pas tellement le choix. Clio, parce qu'on voulait dire qu'on était vraiment... C'était un travail de légitimité ou légitimation aussi. On s'appelle Clio parce qu'on fait bien de l'histoire. On parle des femmes, on parle du genre, mais c'est de l'histoire. Parce qu'on nous avait tellement dit qu'on ne faisait pas de l'histoire, qu'on voulait... Mais c'est le sous-titre qui a fait débat. À l'époque, on s'est déjà demandé si on mettait le mot genre. Revue d'histoire du genre, ou revue d'histoire des femmes et du genre. Et on s'est dit à l'époque que le mot genre n'aurait pas été compris du public français. Donc on a utilisé ce fameux triptyque, là, histoire, femmes et société. D'une part, on a dit on va faire un triptyque comme les Annales, hein, les Annales qui est la revue la plus prestigieuse d'histoire, hein, Annales, économie, société, civilisation, à ce moment-là. Hein. Donc on va utiliser un triptyque aussi, et on va montrer que les femmes, on les étudie pas isolément, mais dans les sociétés. Donc voilà l'origine du titre. Et maintenant, changer le titre d'une revue, c'est très difficile, parce qu'on est référencé dans les bibliothèques peut-être du monde entier, enfin au moins d'une partie du monde, et changer un titre, c'est extrêmement difficile. Il faut que je vous explique aussi, trouver un éditeur pour cela à l'époque, ça a été extrêmement difficile. J'ai démarché tout le monde, tous les éditeurs de France et de Navarre. Hein.
Personne n'en voulait. Mon université, j'étais encore à Lyon, les presses universitaires de Lyon n'en ont pas voulu. J'habitais à Grenoble, les presses universitaires de Grenoble ont dit que ça ne les intéressait pas du tout. Et les grands éditeurs parisiens non plus. Et finalement, un jour, j'ai eu un coup de fil des presses universitaires du Mirail, de Toulouse, qui l'acceptaient. Alors, pourquoi ça a été accepté là? Parce qu'il y a une tradition à Toulouse, à la fois de publier des revues, parce qu'ils en avaient une dizaine déjà, et aussi, surtout, une tradition de recherche et d'enseignement sur les femmes. À Toulouse, c'est là qu'il y a eu un des postes qu'on appelle les postes Roudy d'histoire des femmes. C'est là qu'il y a eu un poste d'histoire des femmes en 84 ou 85, qu'a tenu un temps jusqu'à sa mort, Marie-Françoise Brive. Et il y avait un groupe de recherche, d'abord le Grief, puis après le groupe Simone. Donc, pour les Toulousains, l'histoire des femmes, les études femmes, ça avait du sens. Ce n'était pas a priori suspect. Donc c'est pour ça qu'on est, alors que donc du coup on a cherché des Toulousaines pour nous aider. Et il y a dans le comité de rédaction Agnès Fine et Claudine Leduc. Voilà. Sinon l'équipe voulait associer plusieurs générations d'historiens et justement plusieurs lieux aussi, pas une seule université. Ce comité de rédaction s'est déjà un peu renouvelé et y est entré un homme, ce qui est très bien, Luc Capdevila. Il y en aura peut-être d'autres aussi. Alors, on a publié jusqu'ici une revue thématique semestrielle, 28 numéros thématiques. Le dernier, c'est le petit papier vert qui circule, intitulé Voyageuse, mais on aurait pu aussi mettre le genre du voyage, on a hésité entre voyageuse et genre du voyage. Et le prochain, qui paraîtra au printemps, le 29, s'appelle 68, Révolution dans le genre, point d'interrogation. Autre façon de défendre, de promouvoir l'histoire des femmes et du genre, fonder une association professionnelle. Donc c'est l'association, j'ai juste quelques petits dépliants pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Association pour le développement de l'histoire des femmes et du genre, sous-titre Mnémosyne, qui a été fondée en 2000, comme de nombreuses associations existantes, la CFR que vous connaissez, Effigie c'est un petit peu plus tard, mais Archives du féminisme c'est à peu près au même moment. En fait, l'associatif devenant un moyen un petit peu parallèle de contourner les résistances institutionnelles ou de forcer la porte des institutions. Alors, le Mnémosyne a comme objectif donc, de promouvoir l'histoire des femmes dans tous les lieux institutionnels et grand public de recherche, les bibliothèques, les centres de documentation. Comme action, elle organise un réseau de recherche, comme toutes les associations professionnelles. Elle organise des journées d'études. Depuis aussi, pour contribuer peut-être à l'institutionnalisation, depuis 2003, elle délivre un prix de mémoire, comme par exemple le prix Métron d'histoire sociale et ouvrière. Elle délivre un prix de mémoire de maîtrise puis de master à un travail en langue française. Et elle permet aussi sa publication. Donc le prix, c'est à la fois une récompense financière et une publication, ce qui fait connaître les travaux d'histoire des femmes. Le dernier... en janvier dernier, l'Assemblée générale était il y a une quinzaine de jours. On a primé un mémoire dont je n'ai plus le titre exact, Isabelle s'en souvient, sur les émigrés allemandes au Chili, qui deviendra un livre publié par les presses universitaires de Rennes. L'objectif de l'association est aussi d'agir au niveau de l'institutionnalisation, mais c'est sans doute l'axe le plus difficile. On voudrait bien obtenir que des postes dits fléchés, ce qu'on appelle un peu fléchés dans notre jargon, où on réserve quand même un certain nombre de postes à des docteurs qui ont fait des travaux dans ce domaine. C'est extrêmement difficile, avec une très très grande résistance de l'institution. Mais notre association se dirige de plus en plus aussi vers une action de transmission, et notamment transmission vis-à-vis de tous les collègues de l'enseignement secondaire. D'une part, elle a participé à Blois, le rendez-vous d'histoire de Blois sur les femmes et l'histoire en 2004, où elle avait fait une brochure à destination des enseignants qui s'appelait « Pas d'histoire sans elle », où il y avait toutes les ressources pour enseigner l'histoire des femmes, où on pouvait trouver des informations. Elle a aussi organisé un colloque en 2005 sur enseignement et transmission des savoirs en histoire des femmes et du genre. Et surtout, son grand projet actuel, pourrait-on dire, est de préparer un manuel qui s'appellera peut-être aussi Pas d'histoire sans elle, avec sous-titre Manuel mixte ou Manuel d'histoire mixte,
qui voudrait coller le plus possible au programme des classes de lycée, pour que les enseignants y trouvent toutes les informations, à la fois cours et documents, leur permettant d'envisager autrement les questions au programme. Alors, pour ce manuel, nous avons sollicité des subventions, parce qu'un manuel, ça coûte cher à cause des documents dedans, pour lesquels il faut payer des droits. Nous avons déjà obtenu, et je le remercie, en postulant à un appel d'offres de lutte contre les discriminations en Île-de-France. Nous avons obtenu de l'argent du Conseil régional Île-de-France. Et nous sommes actuellement présélectionnés, et je dois aller défendre le morceau jeudi à Montauban. Nous sommes présélectionnés pour la bourse de la ville de Montauban qui s'appelle Bourse Olympe de Gouges, alors qui existe depuis, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans, de 2 ans, puisque Olympe de Gouges, cette révolutionnaire qui a rédigé la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, est une native de Montauban. Voilà, donc peut-être, et puis nous solliciterons aussi d'autres régions, que certaines se disent intéressées mais n'osent pas s'engager. Enfin, donc là, dans l'année, les 2 ans, c'est le grand projet de l'association, avec aussi comme idée que finalement, beaucoup d'enseignants du secondaire ne mettent pas beaucoup d'histoire des femmes dans leurs cours, parce que d'une part, c'est pas dans les manuels, et parce qu'il manque aussi de moyens, et que peut-être que des lycéens sensibilisés à la question deviendront des étudiants qui demanderont des cours sur les femmes et le genre, et donc il peut y avoir des effets boule de neige. Donc j'ai exercé 8 ans de mandat dans cette association comme présidente, donc je quitte maintenant, conformément au statut, donc je quitte la présidence, mais l'association est bien vivante et va continuer. Alors, conclusion, pour laisser le temps à la discussion. Donc, Eliane a dit en introduction que j'étais une jeune retraitée. Effectivement, je viens de prendre une retraite qu'on pourrait dire anticipée, puisque vous savez mon âge maintenant. Pourquoi j'ai pris cette retraite anticipée ? D'une part, parce que cela est possible à cause ou grâce, comme vous voulez, du pronatalisme, que j'appelle le pronatalisme français, que j'avais étudié par ailleurs dans ma thèse. Il se trouve que j'ai 3 enfants, donc on n'a pas été mis à la sauce de la nouvelle loi sur la retraite. Et puis j'ai cotisé très jeune, puisque j'ai été à l'école normale supérieure, on cotisait aussi. Et puis, bon, pourquoi je fais cela alors que j'aime beaucoup les étudiants, j'aime beaucoup la relation avec les étudiants, parce que, à cause un peu des difficultés institutionnelles, finalement, je me suis trouvée... L'Université d'Avignon est une université très très belle, c'est sans doute la plus belle de France, mais c'est un petit établissement dans lequel on est très pris dans les tâches quotidiennes, de correction de copies, de cours très très généraux, et finalement, ce n'est pas très très satisfaisant quand on a envie, comme je vous l'ai expliqué, de développer l'histoire des femmes et du genre. Donc voilà, c'est un peu... Je ne suis pas pleinement satisfaite de la décision, mais je l'ai prise tout de même. Et parallèlement, donc, j'ai un projet de recherche. Là, j'ai envie, et je crois que c'est plutôt des choses qu'on ne fait pas à 30 ans, même s'il commence à y avoir des thèses qui sont des thèses sur des biographies. J'ai été membre d'un jury de thèse de Colette Audry, qui est une contemporaine de Simone de Beauvoir. Elle est née 2 ans avant, 1906. Elle est morte en 1980, je ne sais plus, 10, je ne sais pas. Donc il y a une thèse sur Colette Audry. Moi, je fais une recherche sur Marguerite Thibert, qui est une femme qui a vécu de 1886 à 1982. Vous voyez, très très longtemps. Que j'avais rencontrée à plusieurs reprises dans mes travaux, à la fois parce qu'on disait d'elle qu'elle avait défendu le travail des femmes pendant la crise des années 30, c'est vrai. Je l'avais rencontrée aussi... comme je savais qu'elle avait écrit un livre sur le féminisme dans le socialisme français de 1830 à 1850. En fait, c'est une thèse. Elle est la 12e docteur ès lettres en France. Donc, c'est une thèse qu'elle soutient à la Sorbonne en 1926. Et c'était aussi, je crois que c'est cette 3e chose qui m'a décidée à travailler sur cette femme, c'était Yvette Roudy, que j'avais interrogée à plusieurs reprises pour faire ce travail sur le ministère des droits des femmes. Elle a une grande admiration pour Marguerite Thibert, qui est une référence pour elle, et une référence d'ailleurs que j'avais trouvée, ça m'avait beaucoup étonnée. Vous savez que Yvette Roudy, le ministère des droits des femmes, a publié un mensuel, je ne sais pas si certaines s'en souviennent, qui s'appelait « Citoyenne à part entière ». Pendant tous les 5 ans du ministère, 80-86, donc il y a un mensuel Citoyenne à part entière, et il y a eu un numéro spécial, Marguerite Thibert, juste après enfin 84, elle est morte en 82, et Yvette Roudy était dithyrambique sur cette femme, qui représente pour elle
en quelque sorte, elle est aussi socialiste. C'était une femme qui était à la SFIO, puis sans doute au Mouvement démocratique féminin, et puis au PS, je n'en suis pas sûre encore, mais je pense aussi. Et pour elle, c'était une femme qui représentait le vrai féminisme. Alors, pourquoi le vrai féminisme? Sans doute parce que, comme Yvette Roudy, elle considérait que la première des émancipations, enfin, le premier moyen d'émancipation pour les femmes, c'était pas nécessairement la contraception. La vie privée de Marguerite Thibert doit être une vie très à l'ancienne, je pense. Elle est veuve au bout de 3 ans de mariage et visiblement, elle ne se remarie pas. Elle considérait que le moyen de l'émancipation, c'était le travail. Et c'est vrai que pour Yvette Roudy, la loi fondamentale, ce qu'elle voulait faire fondamentalement, c'était la loi d'égalité professionnelle, qui est sans doute celle qui a le moins réussi dans ce qu'elle a fait. Parce qu'elle a été... Donc l'admiration d'Yvette Roudy pour Marguerite Thibert m'interpellait et j'ai voulu travailler sur cette femme. Donc je n'ai pas encore fini. Ça touche à de nombreux domaines. Hein. Pourquoi certaines femmes sont intellectuelles? Pourquoi il n'y a pas de place pour les femmes intellectuelles dans l'entre-deux-guerres? Finalement, comme elle n'a pas de débouché universitaire, hein, elle part comme vacataire au Bureau international du travail. Elle a une grande admiration pour Albert Thomas. Hein, et elle va finir par devenir une des fonctionnaires internationales assez haut placée, mais avec beaucoup de difficultés. Et elle va diriger le service du travail des femmes et des enfants. Et ensuite, elle ne va pas vouloir prendre sa retraite à 60 ans. Le BIT est très précoce, enfin, est très progressiste, il donne la retraite à 60 ans, mais elle ne veut pas. Donc elle reste, et puis elle devient experte pour le BIT. Et après la Deuxième Guerre, elle va voyager dans le monde entier, missionner pour mettre en place des formations professionnelles pour les jeunes filles, alors au Vietnam, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, enfin, etc., etc. Et puis elle va faire des conférences au Mouvement démocratique féminin, qui est le laboratoire de la gauche féminine des années 60. C'est là qu'Yvette Roudy va la rencontrer, au Mouvement démocratique féminin. Hein. Et elle va essayer, dans les années 70, de republier sa thèse. Mais j'ai trouvé des lettres où elle dit à Stéphane Michaud, qui avait fait aussi un travail sur Flora Tristan. Elle dit, oui, il faut que je republie ma thèse, mais quand même... vu le féminisme que je vois sous mes yeux, il faut que je refasse une préface différente. Alors, il faut que vous m'informiez un peu sur le féminisme. Elle a 90 ans. Hein. Il faut que vous m'informiez un peu sur le féminisme des années 70. Je ne suis pas sûre qu'elle l'ait beaucoup compris, quand même, ce féminisme, puisqu'elle reprochait à cette deuxième vague de mettre l'accent sur les droits qu'on appelle les droits sexuels. Alors, elle disait le travail. Voilà. Et puis, donc c'est une femme qui a aussi une sorte de vie qu'on appelle aujourd'hui transnationale. C'est-à-dire qu'elle circule entre Genève, Paris, et puis tous les voyages qu'elle fait après. Donc, elle a des engagements multiples. Elle est suffragiste aussi dans l'entre-deux-guerres. Elle est pacifiste un temps. Elle est à plein de choses. Donc, ça me permet de toucher à beaucoup de domaines et de m'interroger aussi sur l'écriture biographique. Voilà, j'arrête là et merci de votre attention. Thank you.